Je vous laisse pour cette présentation en compagnie de Vanessa Descou, qui est infirmière en santé au travail à la ISMT 36, et Karine Kerdal, conseillère en prévention à la PST 41. Je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous. Donc, vous êtes là aujourd'hui pour que nous vous présentions une sensibilisation par rapport aux conduites addictives, à la consommation de substances psychoactives, qui est de nos jours une problématique peu explorée. On a tous dans notre entourage, aussi bien employeurs que salariés, des personnes qui peuvent avoir des conduites à risque. Donc, on va essayer de vous présenter avec Karine Kerdal quelques pistes à explorer par rapport à tout ça. Donc, tout d'abord, nous allons voir ce qu'est une addiction. Donc, une addiction, c'est une pathologie qui repose sur une consommation répétée d'un produit, donc qui peut être l'alcool, le tabac, différentes drogues, les médicaments, ou alors d'une pratique anormalement excessive d'un comportement. Donc, des achats compulsifs, des jeux, aussi bien vidéo que des jeux de grattage, loterie, l'Internet, le téléphone, également le sport, le travail ou le sexe. Toutes ces addictions, malgré les efforts du sujet à vouloir arrêter, il ne peut pas s'y soustraire. La consommation de substances psychoactives, alors c'est le fait de consommer un produit licite ou illicite qui agit directement sur notre cerveau. Le fait que ça agisse sur notre cerveau fait qu'il peut y avoir des modifications de comportement, d'émotions, de sensations, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs et des troubles de vigilance. Donc sur certains postes, donc des postes à risque, cela peut être vraiment dommageable. Donc, ces substances psychoactives, cette consommation entraîne une dépendance. Et on pourra voir aussi que certaines substances rendent plus addictes que d'autres, telles le tabac. On est plus addict au tabac qu'à d'autres substances. Donc, de nos jours, le tabac est la première cause évitable de mortalité devant l'alcool et les autres drogues illicites. Il est responsable de 75 000 décès. Et actuellement, on a encore 14 millions de fumeurs quotidiens. L'âge de début de consommation aussi est aussi très précoce parce qu'on a quand même on rencontre des jeunes dès l'âge de 11 ans, 12 ans qui commencent à rentrer dans une consommation de tabac. Donc le tabac, c'est une substance psychoactive qui a un pouvoir anxiolytique, anorexigène et excitant. Il faut savoir que ce n'est pas le tabac qui rend dépendant, c'est la nicotine. La nicotine, en fait, elle agit directement sur notre cerveau. Dans le tabac, il y a 4000 substances toxiques. Donc, dans ces 4000 substances, il y a des substances qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qui ne doivent pas rentrer dans notre organisme, telles que le goudron, le plomb, tout ce qui va être acétone, l'ammoniac. Dans ces 4000 substances, il y a 40 cancérigènes. Donc, ce qui est quand même très, très important et qui entraîne donc des problèmes, on verra après, au niveau de l'organisme. On vous a mis un petit schéma par rapport à la chicha, parce qu'effectivement, c'est un phénomène qui augmente. Les utilisateurs sont en augmentation. Alors, c'est un mélange de tabac et de mélasse. Et ce qui est toxique dans l'utilisation de la chicha, c'est le fait qu'il y a une combustion. Et 1 heure de chicha, c'est quand même l'équivalent de 100 à 200 cigarettes fumées. Et une bolée, un chaudron, comme on appelle, ce qu'il y a en bas, c'est l'équivalent de 20 cigarettes. On vous a également mis un petit tableau pour répertorier un petit peu les équivalences par rapport aux différentes consommations de tabac. Et où il faut aussi être vigilant, c'est par rapport au fait de consommer des cigarettes roulées. C'est l'équivalent de cigarettes manufacturées et c'est plus nocif qu'une cigarette manufacturée dans le sens où il n'y a pas de filtre. Donc, le fait de ne pas avoir de filtre entraîne une nocivité. Un adulte sur 4 fume encore de nos jours.
hein. Donc, ce qui peut entraîner au sein de certaines entreprises un climat social délétère, dans le sens où le consommateur de tabac va faire des pauses plus régulières que celui-là qui reste à son poste de travail et qui ne fume pas. Et du coup, le travail peut se répercuter sur celui-là qui ne prend pas sa pause pour aller fumer. Donc, au niveau ambiance de travail, quelquefois, ça peut entraîner des soucis. Donc, le tabac est responsable de 75 000 décès par an. Hein, donc, c'est la première cause de mortalité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ces décès sont... Alors, au premier rang des décès arrivent les cancers du poumon. Mais il y a aussi d'autres maladies, d'autres pathologies, de sorte, par exemple, les maladies cardiovasculaires à 22%, également les pathologies respiratoires à 16%. Donc, la femme enceinte aussi, il faut faire très attention à la femme enceinte qui consomme du tabac, puisque certaines femmes ne s'arrêtent pas de fumer pendant leur grossesse et ça agit sur le fœtus. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, les fumeurs quotidiens sont en baisse d'1,6 million depuis 2016. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et c'est grâce aussi au pouvoir public, parce qu'il y a une augmentation du prix du paquet, donc ce qui fait que ça freine un petit peu les gens de consommer du tabac. Il y a aussi des choses qui sont mises en place par rapport à la sécurité sociale, donc le remboursement des substituts nicotiniques tabagiques, où certaines entreprises, certaines mutuelles aussi mettent en place ce genre de forfait. Donc, renseignez-vous des fois si vous êtes intéressé pour arrêter de fumer. Et puis, il y a aussi des choses, des médecines parallèles qui peuvent très bien fonctionner pour l'arrêt, hein, comme l'hypnose, la réflexologie plantaire, l'acupuncture. Et sans oublier, nous, au sein des services de santé au travail, beaucoup de services mettent en place aussi le mois sans tabac, l'opération, donc qui va débuter là au mois de novembre. Donc, par rapport à l'addiction alcool, la consommation d'alcool, donc un salarié sur 10 est consommateur d'alcool, problématique. Donc, par la suite, on vous fera un petit topo sur les usages et mes usages des produits, des substances psychoactives. En 2017, donc, il y avait 23% des personnes de 18 à 75 ans qui dépassaient ces consommations. Donc, c'est la deuxième cause de mortalité annuelle. Et même si les consommateurs d'alcool diminuent, hein, puisqu'on est à 11 litres par adulte par an, c'était 26 litres dans les années 60, donc effectivement, il y a une grosse diminution. Mais il y a quand même des nouveaux comportements qui sont apparus, de l'ordre du binge drinking. Alors, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui est l'habiture express, qui peut être la consommation de 5 verres d'alcool en un temps limité, par exemple. Hein, et chez les jeunes, lors des soirées, s'amusent à faire d'avoir ce genre de comportement, ce qui peut entraîner quand même des grosses problématiques par la suite dont ils n'ont pas idée. De plus, il y a aussi l'e-billing. Alors, l'e-billing, c'est aussi des choses qui nous viennent du Royaume-Uni. C'est l'instillation au niveau des yeux d'alcool chez les jeunes pour s'enivrer plus facilement. Donc, sans s'en rendre compte, tous ces comportements ont des effets toxiques sur l'organisme. Donc, à plus ou moins long terme, peuvent entraîner des comas éthyliques, des troubles neurologiques, des cancers, des troubles cognitifs. Donc, il faut aussi savoir que la France reste un des pays les plus consommateurs et que l'initiation précoce de consommation d'alcool avant l'âge de 15 ans, voire de 13 ans, est responsable d'une vulnérabilité accrue et donc multiplie par 10 le risque d'alcoolodépendance. Donc, on vous a mis un petit tableau par rapport aux équivalences d'alcool. Hein. Alors, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas d'alcool fort et d'alcool moins fort. Hein. Dans un verre d'alcool qu'on consomme du vin rouge, de la bière ou du whisky, il y a 10 grammes d'alcool pur. Donc, cette consommation a été revue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit aujourd'hui qu'il ne faut pas consommer plus de 2 verres d'alcool par jour, pas plus de 10 verres par semaine et être en capacité de rester 2 jours consécutifs sans consommer d'alcool.
contrairement aux autres substances psychoactives, l'alcool agit sur tout le cerveau. Donc, cette dépendance à l'alcool qui se fait est liée à son usage répété, excessif et compulsif. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le tabac, parce que le tabac, on a une dépendance immédiate, quasi immédiate, parce qu'on a des neuromédiateurs et du coup, la nicotine se fixe sur ces derniers, alors que l'alcool, on peut rester dans une consommation festive sans tomber dans tout de suite un problème d'addiction, parce que c'est l'usage répété et excessif qui fait qu'à forte dose, le cerveau s'habitue à l'alcool et entraîne un appel à une consommation toujours plus importante. Donc, c'est à ce moment-là que l'individu perd le contrôle de sa consommation, s'habitue aux effets négatifs et ce qui entraîne à l'arrêt de cette consommation des confusions, des tremblements, voire des crises convulsives. Et il faut rester assez vigilant par rapport à un éventuel sevrage, à un éventuel arrêt brutal. Il ne faut pas le faire sans accompagnement parce qu'il y a des risques justement par l'arrêt brutal d'angoisse, de crise d'épilepsie, comme je vous l'ai dit, et un sevrage peut entraîner un délirium tremens, un DT. Et on ne meurt pas d'un manque d'alcool, mais on meurt des conséquences de l'arrêt. Donc, ce délirium tremens peut entraîner des décès. Donc, par rapport au tableau que vous pouvez voir, il y a les équivalences en doses. Donc, un verre d'alcool fait augmenter le taux d'alcool dans le sang de 0,2 à 0,25 grammes par litre et une diminution de 0,15 grammes par litre par heure. Par contre, on n'est pas tous égaux face à cette diminution du dosage d'alcool dans le sang, puisque les hommes éliminent plus rapidement l'alcool que les femmes. Et ça, c'est lié, désolée mesdames, mais à notre graisse qu'on a naturellement. Voilà. Donc, ça ne nous permet pas d'éliminer complètement l'alcool assez rapidement. Donc, il ne faut pas oublier de rappeler aussi que pas de consommation d'alcool pour la femme enceinte. Ça, c'est très important parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit encore de nos jours maintenant. C'est 0 alcool pour la femme enceinte. Et au niveau des entreprises, pourquoi pas proposer éventuellement, comme pour le mois sans tabac, il existe le mois sans alcool, le Dry January, donc qui se passe au mois de janvier. Donc, effectivement, c'est après les fêtes de fin d'année, mais bon, rien ne vous oblige à commencer au 1er janvier, on peut le commencer au 2, au 3, au 4. Mais le tout, c'est d'être en capacité de se dire, je suis capable d'arrêter pendant même 3 semaines, un mois, de consommer un seul verre d'alcool. Par rapport à la consommation de cannabis, donc un adulte sur 10 est consommateur régulier, est usagé au moins une fois par an de cannabis et 3,6% de consommateurs réguliers. Donc, sur 9000 salariés, ça représente quand même 9% qui ont consommé du cannabis au cours de l'année passée. Donc, la France est le premier consommateur en Europe. Le cannabis se consomme sous différentes formes, alors aussi bien sous forme d'herbe, d'huile, hashish, même voire de space cake. C'est la substance qui est, voilà, c'est le THC, tétrahydrocannabidol, et ce tétrahydrocannabidol, de nos jours, est beaucoup moins pur qu'il a pu l'être il y a des années, dans les années 60-70, il est beaucoup coupé. De ce fait, il est beaucoup moins cher et beaucoup plus abordable. Donc, les modes de consommation, on en revient toujours aussi à ça. Plus le début est jeune, plus la fréquence et la quantité est importante et du coup entraîne une addiction à l'âge après adulte ou plus tard. Et si la consommation est solitaire également, ça, si ça reste sur un mode festif comme pour l'alcool, on ne tombe pas forcément dans une dépendance immédiate. Mais si elle est associée à d'autres co-consommations aussi, ça peut être problématique. Si on l'associe, elle est souvent associée au tabac, à l'alcool et aux médicaments. Le cannabis, du coup, les utilisateurs de cannabis aussi, il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés. Entre autres, l'art et spectacle, 16%, les métiers du bâtiment, et puis également, dans un mouchoir de poche, les métiers de la restauration.
Il faut aussi savoir que sous l'influence de l'alcool seul, le risque pour le conducteur d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 8,5. S'il y a juste une consommation de cannabis, c'est multiplié par 1,7. Et s'il y a les deux ensemble, c'est multiplié par 14. Donc, ce qui augmente quand même le risque routier. Ce que je tenais à préciser aussi, c'est que pour tout arrêt des consommations, alors aussi bien tabac, alcool, cannabis, tout arrêt est bénéfique. Alors même si on s'arrête que très peu de temps et qu'après on reprend, il n'y a pas d'échec. Il faut voir le côté positif. On peut s'arrêter de consommer pendant 2 jours, pendant une semaine, 15 jours, 1 mois. Ça veut dire qu'après, on pourra être en capacité de s'arrêter un petit peu plus longtemps. Par rapport aux autres drogues, donc pour ce qui concerne la cocaïne et l'héroïne, donc il y a quand même des usagers de cocaïne, même s'il y a des moindres consommateurs, il y a une tendance à une certaine augmentation dans certains secteurs d'activité, par exemple les commerciaux, et ça c'est lié surtout à la baisse du coût. La cocaïne est devenue beaucoup plus abordable en termes de prix. Et donc, il y a certains secteurs d'activité, certains salariés qui se disent tiens, je vais essayer pour me rebooster, pour avoir aussi, être en capacité d'augmenter aussi des fois certains objectifs qu'ils ont à atteindre. Et du coup, ils se mettent à consommer de la cocaïne. L'héroïne, il y a moins de consommateurs et ces consommateurs sont quand même assez loin du monde du travail. La plupart du temps, c'est des personnes qui sont plus en activité, même si ça représente 1% des jeunes de 17 ans qui l'ont expérimenté. Pour les médicaments psychotropes, alors qu'est-ce qu'un médicament psychotrope? Ça se dit d'un médicament, donc d'une substance chimique qui agit chimiquement sur le psychisme. Une personne sur 2 en consomme régulièrement. Donc aussi bien benzodiazépines, anxiolytiques, antidépresseurs, donc des consommations d'alprazolam, séropram, séroplex. Tout ça a des effets anxiolytiques, hypnogènes, myorelaxants, et les femmes sont des fortes consommatrices de tous ces médicaments, et ça entraîne quand même des dépendances physiques et psychiques. Il faut savoir qu'il y a une tendance aussi de la médecine générale à prescrire ce genre de médicaments. Et l'entrée dans la consommation de psychotropes se fait assez jeune, à l'âge de 15 ans. Donc, les chiffres de la sécurité sociale parlent de 3 boîtes par an par adulte. Donc, il y a beaucoup d'automédication. Et il faut rester très attentif aux pictogrammes qui apparaissent sur ces boîtes, puisque quand on consomme des psychotropes, il y a des risques par rapport à la conduite. Donc, quand on a des postes à risque pour, par exemple, cariste ou chauffeur, il faut être très attentif à ces pictogrammes. Donc, on assiste aujourd'hui à une multiplication des polyconsommations. Et je tenais à réinsister sur le fait que, sur 2 points, la précocité des consommations. Donc plus la consommation est précoce, plus le risque de dépendance est élevé, surtout s'il y a un usage répété. Si plus la durée d'exposition est longue, plus il risque d'y avoir des habitudes de vie difficiles à enlever après. Et un cumul des consommations. Donc ça, s'il y a des polyaddictions, en fait, ça augmente la toxicité des produits. Et donc, c'est un puissant facteur de risque d'entrer dans certaines conduites et addictions à l'âge adulte. Je laisse maintenant la parole à Karine qui va vous parler des addictions comportementales. Bonjour à tous. Donc effectivement, les addictions comportementales peuvent aussi avoir des conséquences sur le salarié et de fait sur l'entreprise. Donc tout d'abord, nous avons souhaité traiter du workaholisme. Donc en fait, il s'agit d'un travailleur qui est souvent en hyperactivité, qui a du mal à déléguer, qui va utiliser de façon excessive toutes les nouvelles technologies, que ce soit le téléphone portable, que ce soit également Internet, pour lui permettre d'être
en permanence connecté. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de mal à travailler en équipe et va avoir, on va dire, parfois un comportement plutôt compulsif. Donc, ces conséquences, elles vont être très importantes pour lui-même, pour sa famille et son entourage professionnel. D'où effectivement, on va dire une réglementation. Le législateur a introduit au niveau du Code du travail le droit à déconnexion et on va dire que effectivement ce droit à déconnexion a été notablement mis en avant lors de cette période de confinement que nous avons connue en 2020, puisque beaucoup de ces personnes se sont connectées de façon très importante. Et donc, effectivement, il faut être vigilant quand on est employeur à ce que les personnes, par exemple, à une certaine heure, ne puissent plus se connecter au réseau, au serveur. Peut-être en fin de semaine, déposent leur équipement au bureau pour éviter justement cette hyperconnectivité avec le travail. On va aussi parler de d'autres formes d'addiction. Peut-être que certains d'entre vous se disent « ça n'a pas forcément de conséquences dans le monde de mon entreprise ». Eh bien, je vais vous illustrer par des exemples qu'ils peuvent effectivement avoir des conséquences. Alors, je vais prendre 2 exemples, ne serait-ce que sur la question des jeux vidéo. Vous avez aujourd'hui une frange de la population qui joue régulièrement aux jeux vidéo de façon excessive, notamment la nuit. On n'est pas forcément sur une population jeune, on a des trentenaires notamment qui vont jouer en ligne et qui vont passer beaucoup de temps justement à jouer au lieu de récupérer. Donc peu de sommeil, ils vont arriver de fait le lendemain au poste de travail et s'ils occupent entre autres des postes dits à risque, donc que l'on soit sur l'utilisation de machines dangereuses, que l'on soit dans le cadre de la conduite, ces personnes vont avoir un niveau de vigilance qui va être parfois amoindris, voire avoir des situations d'endormissement, tout simplement parce qu'effectivement, ils n'ont pas eu leur compte de sommeil. Par rapport aux jeux d'argent et de hasard, là aussi, je vais illustrer mon propos. C'est une situation que nous avons rencontrée en service de santé au travail dans une entreprise TPE familiale. Nous avons été sollicités par l'employeur suite à un accident du travail sur un poste de cariste. En fait, il s'est avéré que le salarié en question, depuis quelque temps, avait des problèmes d'ordre personnel, un divorce, la perte de sa maison et de fait demander régulièrement des avances sur salaire à son entreprise, laquelle acceptait. Ce salarié devait également, depuis quelque temps, s'isoler un petit peu de ses collègues. Il n'allait par exemple plus déjeuner avec eux. Et en fait, suite à l'analyse de l'accident du travail, il s'est avéré que ce salarié, depuis quelque temps, jouait beaucoup des jeux d'argent. En fait, il avait vraiment une addiction aux jeux et donc sa paye passait vraiment dans les jeux. Et depuis quelques jours, en fait, il n'avait plus suffisamment d'argent pour se nourrir, ce qui expliquait qu'il était justement beaucoup plus en retrait de ses collègues. Et le jour de l'accident, en fait, il n'avait pas de manger du tout depuis la veille. Et donc, il a fait un malaise, tout simplement, parce qu'il y avait une problématique qui était finalement en lien avec les jeux d'argent. On va retrouver tout ce qui est achat compulsif, le sport. Alors là, l'addiction au sport, on va le retrouver aussi beaucoup dans le monde du travail. Ce sont des personnes qui sont souvent aussi vraiment dans la maîtrise de soi, qui vont parfois être aussi avec une autre addiction qu'on vient d'illustrer, le workaholisme. Ce sont des personnes qui peuvent aussi avoir des troubles alimentaires et souvent c'est plutôt via, on va dire, du footing, de la course excessive, où on va observer effectivement ce type de comportement. L'addiction au sexe, là aussi en entreprise, on peut le retrouver avec notamment des connexions sur des sites qui sont, on va dire, réprimés au sein de l'entreprise. Donc, on a beaucoup de pare-feux qui sont installés dans les entreprises qui vont limiter ces accès. Toutefois, avec l'utilisation des téléphones portables, on voit aussi cet usage qui peut avoir une conséquence parce qu'effectivement, quand les personnes elles vont consulter des vidéos ou des sites, elles ne sont pas en train de faire leur activité quotidienne et ça peut être délétère sur le climat social puisqu'effectivement, le travail peut se reporter sur des collègues, par exemple. Les troubles du comportement alimentaire, on va entre autres y revenir. Vanessa vous en parlera plus longuement tout à l'heure. Et donc là aussi, on le rappelle, la coaddiction,
est effectivement aujourd'hui vraiment quelque chose de très ancré dans la société. Les effets sur la santé de ces addictions, elles sont importantes. Je vous en ai fait part, je vous ai parlé d'une altération de la vigilance. Pour la plupart d'entre elles, c'est le cas. Un trouble de la concentration, voire une somnolence. Un trouble de la perception, on va avoir un champ visuel qui va être réduit. On peut avoir des hallucinations sous l'emprise de certaines drogues, par exemple, mais ça peut être aussi avec l'usage de certains types de médicaments. On n'est pas tous égaux par rapport à nos consommations et par rapport à ces effets. On va avoir des réflexes qui peuvent être ralentis, voire des erreurs d'appréciation. Des erreurs d'appréciation sur une distance, par exemple. Donc là, ça peut poser bien sûr problème. On va avoir aussi une augmentation de l'absentéisme. Quand on vous a parlé du tabac, il faut savoir que chez les consommateurs de tabac, on a plus d'absentéisme, notamment avec des petits arrêts pour bronchite chronique, par exemple. On va avoir de développement de conflits, je n'y reviens pas, puisque c'est ce qu'on vient de vous illustrer un petit peu, et puis également une perte de productivité que l'on va vraiment observer quand l'addiction vraiment s'est installée. Donc on voit que les addictions, elles ont de toute façon un risque majeur pour l'entreprise et pour le salarié, voire pour les collègues ou les tiers. Le risque, c'est la survenance de l'accident du travail ou d'incidents divers au sein de l'entreprise. Donc ici, on vous a illustré les grandes classes de produits, avec notamment les produits dits stimulants. Donc ces produits vont avoir pour effet de favoriser un état d'éveil, d'excitation, mais qui va être temporaire. Ça va avoir vraiment un sentiment de réduire notre fatigue. Donc, pour le salarié, c'est tout bénéfice au départ, mais c'est illusoire. Ça va donner une certaine confiance en soi, mais derrière, on va retrouver une situation d'épuisement, voire de dépression. C'est ce qu'on va retrouver notamment quand on est consommateur de cocaïne. Vanessa vous en a parlé, on le retrouve aujourd'hui, cette consommation, quand on a notamment des objectifs parfois à atteindre, quand on doit prendre la parole en public pour se donner un petit coup de boost. Effectivement, on va aller vers ce type de produit, par exemple. Mais pas que. On va également avoir les perturbateurs ou les hallucinogènes qui, là, vont provoquer des troubles de la perception, de l'environnement et de la réalité. Là, c'est un risque majeur. On va avoir des problématiques, notamment par rapport aux couleurs. On va avoir, alors si on est par exemple plombier et qu'effectivement on confond le fil rouge avec le fil bleu, on a un risque d'accident qui est vraiment très important. C'est un exemple, mais effectivement, il faut savoir que ça existe. Trouble de la perception du temps de l'espace aussi. Et on va avoir là aussi, à long terme, une modification durable de la personnalité du consommateur. On va le retrouver sur la consommation de cannabis, entre autres, mais aussi d'alcool. Les dépresseurs et les sédatifs qui, eux, vont entraîner d'abord une sensation de détente, de rêve, une perte de désinhibition. On va le retrouver également sur les mêmes types de produits, l'alcool, tout ce qui est opiacé, mais à terme, là aussi, modification de la personnalité du consommateur. Donc, on voit que les conséquences, elles sont très importantes. Donc, il faut savoir que dans les entreprises, tout le monde n'est pas consommateur, comme dans la société d'ailleurs. On va avoir une frange de la population ici que l'on va retrouver comme abstinent. C'est ce qu'illustre ici cette pyramide de Skinner. Donc, une frange abstinente où là, on va pouvoir agir en prévention primaire au même titre que sur les consommateurs anodins. C'est qu'on va avoir une consommation qui va être ponctuelle, vraiment à la marge, qui va entraîner aucune dépendance. Donc là, l'action, c'est vraiment de faire de la sensibilisation et c'est ce qu'on conseille, bien évidemment, de faire régulièrement dans le cadre de l'entreprise. On va ensuite retrouver les consommateurs à risque. Donc là, ces consommateurs à risque, c'est ceux qu'on va retrouver un petit peu sur le quai de la gare, c'est-à-dire que quand ils vont avoir une problématique dans leur sphère personnelle, que ce soit familiale, avec les amis, sociale, on va dire, mais également dans la sphère professionnelle, il y a à un moment donné un risque potentiel de basculement vers une consommation à problème.
Donc là, on peut aussi faire de la sensibilisation régulière. On va être plutôt là dans une prévention secondaire que l'on va aussi réaliser auprès des consommateurs dits à problème. Ces consommateurs à problème vont pouvoir être accompagnés vers une démarche de soins. Et bien évidemment, on va retrouver en haut de la pyramide les dépendants. Les dépendants, là, c'est avéré, tout le monde le voit. Professionnellement, c'est évident, hein, souvent on a des problématiques de productivité qui vont se manifester. On a souvent sur ces personnes aussi beaucoup d'isolement et le soin, on n'a pas le choix que de passer par le soin pour s'en sortir. On a volontairement mis à côté tout ce qui est usage. Donc, on a les usages simples, hein, où là, le risque va être vraiment faible, ne va entraîner aucune complication, aucun dommage. Fort heureusement, c'est la grosse partie, on va dire, des personnes que l'on retrouve en entreprise. On va avoir des usages à risque qui peuvent être situationnels. Vanessa vous en a parlé tout à l'heure, mais ça va être entre autres pendant la grossesse. Quand on va être effectivement jeune, et notamment par rapport à notre enfance. On va regarder aussi les quantités qui sont consommées. On a précisé les quantités par rapport à l'alcool tout à l'heure, mais également la fréquence de la consommation. Et le volet qualitatif qui est à prendre en compte, est-ce que cette consommation est solitaire? Est-ce qu'elle se fait justement très précocement, hein, donc l'entrée dans la consommation? On va regarder la vulnérabilité psychique et physique de la personne et est-ce qu'on est dans de la consommation. On va avoir un usage nocif dès lors qu'on parle à ce moment-là d'abus avec des conséquences qu'on va déjà voir apparaître au niveau du sujet consommateur qui vont être psychologiques, cognitives, psychiatriques, sociales, judiciaires. Là, on a déjà des problèmes qui s'installent et également physiques. Et on rentre ensuite dans la dépendance, hein, c'est ce que vous retrouvez en haut, où là, on a une perte totale de la liberté de s'abstenir. Donc, vous avez ici le parcours de la personne addicte qui vous est représenté. On va avoir en premier lieu la phase inapparente, c'est-à-dire que là, on va avoir une relation avec le produit qui va s'installer progressivement. Au départ, on est plutôt dans quelque chose de très positif. Si on prend un autre type d'addiction, j'en ai parlé tout à l'heure, le jeu d'argent par exemple. Au début, c'est plaisant, on va miser un petit peu, on va gagner de l'argent, on va avoir du plaisir. Et puis, on va tomber ensuite dans l'apparition de troubles, puisque là, on va avoir un engrenage. Quand on joue, on gagne un petit peu au départ, après, on va vouloir jouer davantage pour gagner plus. Et puis, on va commencer à perdre beaucoup d'argent, on va avoir envie de se refaire. Et là, on va avoir les problèmes qui vont commencer à s'installer. On va tomber ensuite dans l'addiction. Si je suis toujours avec mes jeux d'argent, eh bien là, on va avoir peut-être des problèmes avec la banque. Le conjoint va se rendre compte de ce que l'on fait aussi avec l'argent peut-être de la famille. Et là, on n'a plus de contrôle. Et là, souvent, on a une grande souffrance qui s'installe. On a de la dépression, voire parfois des tentatives, voire un suicide qui va ensuite intervenir. Malheureusement, à cette phase, on a souvent un isolement du consommateur. On a des sanctions qui arrivent aussi dans le monde du travail à cette phase-là. Et au moment où on aurait besoin d'avoir le plus de soutien, c'est là où les paroles vont souvent se délier et où on va être, en tant que collègue, parfois beaucoup moins sympa, on va dire, et donc ne plus supporter justement la conduite du collègue. Alors que c'est à ce moment-là qu'il aurait besoin vraiment d'un soutien. Alors, tout le monde ne rentre pas dans une addiction. Il y a des facteurs qui sont à prendre en compte. Et là, ici, vous avez, avec ce triangle de Levenstein, justement, tous les éléments à prendre en compte pour rentrer dans une dépendance. Vous avez, entre autres, la nature du produit. Est-ce que ce produit est toxique ou un peu moins toxique? Le pouvoir d'accroche de ce produit. On parlait d'héroïne tout à l'heure, il y a un pouvoir d'accroche très important. L'accessibilité, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas très cher? Est-ce qu'on peut facilement le trouver? On parlait du cannabis, c'est le cas du cannabis par exemple. Le statut social également de ce produit. On va retrouver des caractéristiques d'ordre personnel, à savoir génétique. L'éducation, est-ce que dans notre éducation,
par exemple, on avait l'habitude de voir nos parents consommer de l'alcool tous les jours à table. Est-ce que tous les jours, il y a un apéro qui est organisé au sein de notre vie de famille, par exemple. Et puis également, on le sait aujourd'hui, des troubles psychologiques ou psychiatriques qui sont évidents, et on pense notamment, par exemple, à l'hyperactivité, par exemple, chez les enfants. On sait qu'aujourd'hui, ça peut être un facteur déclencheur d'une dépendance, et d'où la nécessité d'être vigilant. On va avoir aussi un contexte, le contexte socio-professionnel, familial, et bien sûr l'aspect culturel qui est non négligeable. Tout à l'heure, on parlait de l'alcool. En France, l'alcool, c'est quelque chose de culturel. Depuis des années, en France, on signe des contrats autour d'un verre, on fête une réussite autour d'un verre d'alcool, autour d'un bon repas. Voilà, juste pour vous donner un petit peu le schéma, et aussi à retenir l'âge, le sexe et le groupe social auquel on appartient sont à prendre en compte pour comprendre ce mécanisme de dépendance. Donc, nous avons souhaité vous illustrer cette première partie de notre propos par une vidéo qu'on va vous partager et que vous pouvez retrouver avec le lien que l'on a mis sur le diaporama, que vous retrouverez bien évidemment en replay à l'issue de cette présentation. Notre cerveau doit assurer de multiples tâches. Une analyse de stimuli de l'environnement, d'activités motrices ou sensorielles, la mémoire, l'apprentissage, la prise de décision, l'humeur, le plaisir, etc. Son fonctionnement repose sur un réseau de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Pour se parler, les neurones utilisent des messages électriques ou des messagers chimiques, les neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie comme boire, manger, se reproduire. La réalisation de ces actions apporte des sensations plaisantes, d'où son nom, système de récompense. La récompense est l'aboutissement de plusieurs phases. Au départ, il y a un stimulus, par exemple la photo d'un gâteau dans un magazine. Le stimulus est analysé, la mémoire est interrogée pour savoir s'il y a la désinformation. Y a-t-il des gâteaux dans le frigo ? Si on accorde peu de valeur au stimulus, par exemple « Ok, je sais, mais je n'ai pas faim », la voie D2 est activée et aucune action n'est entreprise. Si par contre la valeur du stimulus est élevée, cela me donne super faim, la voie D1 est activée et l'action commence. On se met en marche vers la cuisine. Plus on approche le frigo, plus l'excitation monte. Miam miam, je vais manger. Le système de récompense enclenche la libération de dopamine qui atteint son maximum quand on ouvre la porte du frigo et qu'on voit le gâteau. La dernière étape est la récompense proprement dit, je mange le gâteau. Ce scénario est mémorisé avec une connotation positive. Si on pense au frigo ou au gâteau, cela donnera envie de manger. C'est l'effet renforçant. Il est dû à la dopamine qui prédit les récompenses et renforce les actions conduisant à leur obtention. La prise de drogues comme le cannabis, l'alcool, la nicotine et bien d'autres provoque une libération de dopamine bien plus forte que celle d'une récompense naturelle. L'effet renforçant des drogues est donc très puissant. Si on répète la prise de drogue, le circuit D1 peut devenir hyperactif et pousser encore plus à chercher la drogue. Cette hyperactivité retentit sur la consommation qui devient compulsive, c'est-à-dire qu'on aura le plus grand mal à s'arrêter. C'est la perte de contrôle. Plus on consomme de produits, moins on en tire de récompenses. C'est l'accoutumance qui est un mode de défense du cerveau. Par contre, le désir peut être puissamment ancré dans la tête et l'absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le manque, qui sera levé si on consomme. La recherche du produit devient alors envahissant. Au final, le produit peut kidnapper le système de récompense. La recherche et la consommation du produit monopolisera le cerveau, qui n'arrivera plus à assurer ses autres tâches. Le cerveau sera prisonnier, c'est l'addiction. Bien sûr, tout le monde ne devient pas addict après avoir consommé une drogue, mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc, comme vous avez pu voir sur cette vidéo, vous comprenez maintenant le schéma de cette dépendance. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons présenté les définitions, quelques chiffres, pour mieux comprendre ce qu'est une addiction et pour vous inviter, entreprise, à faire de la sensibilisation vraiment le cœur de la communication au sein de l'entreprise. Toutefois, on le sait bien, pour qu'une action autour des addictions puisse fonctionner, il est nécessaire de coupler à cela la réglementation, et c'est ce qu'on va traiter dans cette deuxième partie.
Donc déjà quelques rappels par rapport à la loi et ici entre autres par rapport à la consommation d'alcool. Donc le Code du travail rappelle qu'il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail une personne en état d'ivresse. De même, le Code du travail spécifie qu'en dehors des boissons telles que le vin, la bière, le cidre et le poiré, aucune autre boisson alcoolisée n'est autorisée sur le lieu de travail. Malheureusement, nous, services de santé au travail, qui allons régulièrement au sein des entreprises, on peut encore constater aujourd'hui qu'on retrouve parfois certains alcools non autorisés dans les entreprises, et notamment des alcools forts ou alcools à diluer. Donc, attention, parce que réglementairement, c'est condamnable. Le législateur, suite à un certain nombre de jurisprudences, a intégré il y a quelques années un second alinéa qui permet aux entreprises d'interdire pour un certain nombre de postes dits à risque, justement cette consommation d'alcool. Cette limitation, elle doit bien sûr être proportionnée et donc au but recherché. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir interdire la consommation d'alcool à tous les postes si effectivement on n'est pas sur des postes dits à risque ou des postes de sécurité. Ce que nous, on invite fortement les entreprises à faire, c'est d'essayer d'encadrer les pots en entreprise, mais aussi les repas. Donc, ça veut dire lorsque vous disposez d'un self ou d'un restaurant d'entreprise, il faut être vigilant sur ce qui est servi au niveau de ce self. Par rapport aux pots d'entreprise, il est important de rappeler que tout moment de convivialité n'est pas forcément interdit. Par contre, il faut cadrer les choses. Donc, on va le voir après, ça peut se faire via le règlement intérieur, ça peut se faire via des notes de service, une charte des pots, dans lequel, par exemple, on va spécifier le nom de la personne qui va organiser ce pot, le lieu, le type d'alcool autorisé, prévoir d'autres boissons, le nombre de personnes qui vont y être conviées, pour s'assurer aussi que les quantités d'alcool qui vont être servies, donc qui doivent être uniquement celles prévues par le Code du travail, ne soient pas disproportionnées non plus par rapport à ce nombre de personnes. Prévoir aussi d'autres boissons, que des boissons alcoolisées et des moyens pour les personnes de se contrôler, donc par exemple des alcotests à disposition. On rappelle qu'il est important pour l'employeur de savoir que sa responsabilité peut être engagée. On ne va pas ici s'étendre, ce n'est pas le sujet, mais que la responsabilité pénale et civile de l'employeur peut être recherchée, et ce que l'on va notamment rechercher, c'est la faute inexcusable de l'employeur. Pour les drogues, même chose, bien que le Code du travail n'ait pas d'article spécifique relatif aux drogues, il faut savoir qu'il est tout à fait possible aujourd'hui aussi de cadrer les choses par rapport à la consommation de drogue et d'inscrire des éléments dans le règlement intérieur pour procéder, entre autres, à des contrôles. Donc, je vous ai parlé du règlement intérieur parce qu'effectivement, c'est un outil essentiel au sein des entreprises dans lequel on va pouvoir prévoir un certain nombre d'éléments liés à l'hygiène et à la sécurité dans l'entreprise, et on va pouvoir, de ce fait, spécifier l'interdiction de consommer de l'alcool ou des drogues sur des postes dits à risque. Liste de ces postes doit être annexé au règlement intérieur, et on doit aussi y prévoir les modalités de ce contrôle. À titre d'exemple, en cas de suspicion d'ébriété, prévoir les modalités du contrôle, c'est-à-dire qui est-ce qui va réaliser ce contrôle, la possibilité pour la personne de contester, de se faire assister par un tiers, et bien sûr d'avoir du matériel homologué. Je le rappelle, en entreprise, l'éthylomètre, il doit être régulièrement étalonné. Donc, on précise également les éléments préventifs mis en place en interne, c'est-à-dire est-ce qu'on a créé une cellule, est-ce qu'on a peut-être un pôle qui est dédié. Par exemple, si on dispose d'une infirmière en santé interne à l'entreprise, ça peut être effectivement une personne relais
Et on rappelle également, c'est important, l'obligation de chacun de mise en sécurité. Souvent, on rappelle dans le Code du travail, et ça on le rappelle en entreprise, que l'employeur doit veiller à préserver la santé physique et mentale des salariés, mais en tant que salarié, je dois veiller à ma propre sécurité, à celle de mes collègues également, en fonction des moyens et des formations qui me sont donnés. Donc, là aussi, bien afficher quelle est la politique de l'entreprise en matière d'addiction, savoir que l'on doit aussi être exemplaire quand on est employeur, et donc dire qu'on est effectivement dans un premier temps sur un accompagnement plutôt que d'être tout de suite dans la sanction, puisque dans le règlement intérieur, on a aussi la possibilité d'intégrer l'échelle des sanctions par rapport à ces consommations. Un autre outil essentiel, c'est votre document unique d'évaluation des risques professionnels dans lequel vous devez aussi spécifier les mesures prises autour de ces consommations. Donc là, effectivement, il faut ne pas hésiter à se rapprocher de votre service de santé au travail pour un accompagnement méthodologique. Nous sommes là pour vous aider dans cette démarche. Ça peut passer aussi par les membres du CSE, voire d'autres structures qui sont présentes sur les territoires, spécialisées au titre des addictions. On le verra un petit peu après. Je vais relaisser la parole à Vanessa pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec la crise sanitaire que nous avons connue avec le Covid et les conséquences sur les addictions. Alors, donc, lors de ce confinement, effectivement, on a pu se rendre compte qu'il y avait une augmentation de toutes ces conduites addictives, de toutes sortes, du fait aussi parce que c'était une situation inédite. On n'a jamais connu ce genre de crise. Donc, ça a entraîné quand même beaucoup d'anxiété chez certaines personnes, des situations stressantes. Des angoisses, donc du coup, il y a eu des augmentations d'utilisation des psychotropes. Il y a des pertes de repères qui se sont créées avec certaines habitudes, du coup, du fait de plus, comme on était confiné chez soi, on sortait moins, avec aussi des restrictions de déplacement. Donc, on prenait plus de temps à faire, pas forcément, par exemple, comme on était en télétravail pour beaucoup, de ne pas s'habiller. Les soins d'hygiène étaient un petit peu occultés. Donc, les temps de sommeil étaient aussi très aléatoires, puisque des gens, du coup, maintenant se retrouvent avec des difficultés pour dormir. Toute cette situation a entraîné quand même de grosses difficultés pour concilier effectivement la vie personnelle et professionnelle. Beaucoup de personnes ont souffert du télétravail, et la remise en route pour repartir dans ses habitudes de vie professionnelle a été un peu compliquée. Donc, on peut remarquer qu'il y a une forte consommation, un fort accroissement de la consommation de tabac, puisque en fait, ça a augmenté en moyenne de 5 cigarettes par jour. Le cannabis également. L'alcool aussi, puisqu'on a vu des situations avec les apéros visio, donc les apéros WhatsApp, qui étaient pour certains devenus quasi quotidiennes. Donc, comme je vous l'ai dit, l'augmentation des psychotropes, parce que différentes études ont montré que quand même les gens continuent à être angoissés, beaucoup d'augmentation de personnes avec des dépressions. L'utilisation des écrans, donc un Français sur deux passe plus de temps sur les écrans actuellement, du fait qu'ils ont pris l'habitude, entre guillemets, pendant le confinement. Les troubles alimentaires, alors effectivement, on a pu remarquer qu'il y avait une habitude à manger plus et une augmentation du poids des personnes en moyenne de 2 à 3 kilos, voire plus pour d'autres. Donc, maintenant, c'est difficile de retrouver des habitudes différentes du fait de retourner au travail. Donc, je relaisse de nouveau la parole à Karine qui va vous parler des différents recours de proximité.
Donc effectivement, des solutions existent. Donc parmi les contacts que vous avez, bien évidemment votre service de santé au travail, puisque au sein des structures des services, on peut vous accompagner, vous, employeurs, salariés, instances représentatives du personnel, pour réaliser de la sensibilisation en entreprise. Donc là, on va traiter de ce qu'on vient de présenter. Souvent, des ateliers peuvent aussi être réalisés, comme ici, vous avez le parcours routier avec des lunettes qui vont simuler un taux d'alcoolisation, par exemple à 0,8 ou 1,5, ou l'atelier minibar. Donc, autant d'actions de sensibilisation qui peuvent enclencher une démarche en entreprise. N'hésitez pas non plus à solliciter, que vous soyez salarié ou employeur, la visite occasionnelle à la demande. Attention, elle doit être motivée, c'est-à-dire que si vous, employeur, avez, suite à la mise en place de votre règlement intérieur, pu vérifier qu'un salarié à plusieurs reprises présentait un état d'ébriété, que vous avez réalisé avec lui un entretien. Alors on le rappelle toujours, il est hors de question d'accuser les personnes, d'être bien vigilants, parce que parfois on peut observer une situation mais qui n'est pas une situation d'ébriété, ça peut être un AVC, donc attention, on n'en a pas parlé, peut-être qu'on le fera dans le chat, mais quand vous avez effectivement quelque chose que vous observez, quelle est la situation et qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'employeur. Donc attention, quand vous déclenchez une demande de visite occasionnelle auprès du médecin du travail, il faut que le salarié en soit informé et que surtout cette demande soit motivée. Vous, en tant que salarié, si effectivement vous avez par exemple un médecin traitant qui vous prescrit des médicaments qui risquent d'avoir une conséquence sur votre activité professionnelle, n'hésitez pas à solliciter le médecin du travail également. Vous avez donc les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie qui sont aussi présents à proximité de vos entreprises, qui peuvent accueillir donc différents publics qui ont des consommations, des problématiques addictives, qui vont être aussi un relais pour l'entourage, pour donner des conseils, pour y trouver de l'information et donc pouvoir accompagner. Il faut savoir que ces consultations, elles sont gratuites, anonymes. Ça évite aussi parfois le passage en cure et une totale rupture, on va dire, avec, par exemple, l'activité professionnelle. Vous pouvez potentiellement continuer à travailler tout en étant accompagné. Vous avez donc des professionnels de santé avec une équipe pluridisciplinaire qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à consulter un certain nombre d'outils qui sont accessibles également sur Internet, tels que les outils en e-learning mis à disposition par les services de santé au travail via la FOMETRA, organisme de formation de notre instance nationale Présence, sur lequel vous retrouvez un certain nombre de modules sur différents risques, dont les consommations et les addictions. Ces modules sont très ludiques, durent une vingtaine de minutes et permettent d'avoir un premier vernis sur le sujet. Également à consulter, AddictAid, c'est un site qui va permettre justement à tout le monde de recevoir de l'information, que l'on soit consommateur, parent, et pour les employeurs, on a ce site addicted.fr Pro, spécifiquement dédié aux entreprises pour avoir les clés d'une action, quelles que soient les addictions rencontrées en entreprise.